C'est parfait. Donc là, ça sera le premier direct de la page. Donc, c'est le tout premier. Et avec vous, donc c'est vraiment parfait. C'est un honneur. Donc, l'annonce, oui, l'honneur est vraiment pour nous parce qu'on va vraiment aborder des sujets qui sont vraiment pas connus des praticiens aussi, hein, pas forcément des patients. Même les praticiens, parfois, on n'en est pas conscient des détails par rapport à la nutrition. On en parle de manière générale, mais les détails, c'est une spécialité à part. Et c'est une grande chance de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, vraiment, merci. Bah, nous, c'est une grande chance d'avoir justement un praticien qui s'intéresse autant à ce sujet, parce que c'est vrai que, on sait à quel point c'est important, et c'est vrai que tu t'intéresses comme ça, que tu veuilles le partager, enfin qu'on est ensemble ici pour tout partager, je trouve ça vraiment très sympa. Donc merci pour l'invitation, Manal. Avec grand plaisir, parfait. Donc là, on va parler un petit peu de l'importance du terrain, comme on l'avait annoncé sur l'annonce. Je vais entendre encore 2 petites minutes et on commence du coup, comme ça on va passer aux présentations. Vous allez un petit peu nous parler de ce que vous faites en détail, de cet outil qui est pour moi impressionnant, franchement, que ça prenne autant de paramètres, des paramètres qu'on ne peut pas forcément diagnostiquer en une seule séance, pas en seule consultation, parce qu'il y a dans une consultation de fertilité, comme vous savez, il y a l'aspect médical, il y a la demande du patient aussi qu'il faut prendre en considération, et aussi il y a le terrain et le mode de vie, l'environnement et les habitudes de vie toxiques ou reprotoxiques, comme on les appelle. Donc là, c'est très important de les identifier, de les connaître et aussi que le patient soit conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il mange pour mieux aller vers ses traitements de fertilité. Donc, si vous voulez bien, donc, je vais relancer encore Non, on n'a que 28 personnes du coup. On va répondre encore 2 minutes, les filles, si vous voulez. C'est parfait? Pas de souci. C'est très bien. C'est très bien. Après, je pense que de toute façon, les gens peuvent le reprendre du début si jamais ils arrivent un peu plus tard. D'accord. Il me semble, mais c'est aussi une première pour nous d'être sur Facebook. C'est vrai qu'on a plus l'habitude des webinaires sur Zoom, et puis là, on est en partage sur Facebook, donc c'est un peu une première, mais c'est bien, tant mieux. Oui, c'est super. C'est parfait. Les premières sont toujours très bien pour apprendre. On apprend, on apprend. Donc, je rappelle les thèmes de ce soir. C'est l'importance du terrain. Donc, quel impact a le terrain sur les chances de conception et la santé de l'enfant à naître aussi, c'est très important. Donc, vous allez vraiment nous en parler aussi de cet aspect-là de manière générale, pour commencer. On va aussi parler des principales pistes nutritionnelles et les pistes environnementales et comportementales. Donc, ce sont les 3 principaux thèmes qu'on va aborder ce soir. Donc, je vous laisse le soin de vous présenter ou de lancer la présentation. Alors oui, je vais lancer la présentation qui, évidemment, n'est pas visible. Alors, quel est le souci? Ça, on n'a pas testé. Enfin, super, je l'ai fermé. Bon. Voilà, voilà. Joie du direct. Les joies directes. Bon, au moins, voilà, on laisse le temps aux personnes de venir nous rejoindre et le temps d'ouvrir la présentation et de la partager. Voilà, elle s'ouvre et normalement, dans 1 minute, je vais pouvoir la partager. Parfait. Voilà, partager l'écran et la voici. Et par contre, tu arrives à le mettre en diapo. Ouais, non, c'est pas ça. Comment tu mets en diaporama? Voilà. Ah, je ne sais pas. Voilà, non. Voilà, c'est bon. On y est. Désolée. Voilà, on y est. Alors, je commence par me présenter? Oui. Alors, donc moi, je suis Adva Grundmann.
Je suis spécialisée en solutions fertilité et PMA et j'ai fondé Art Fertilité il y a à peu près 6 ans. Mon travail, c'est d'orienter et d'accompagner les couples dans leur parcours de PMA, dans la plupart des cas à l'étranger. Je suis basée en Suisse et je travaille avec des personnes qui sont en France, en Belgique, un peu partout. Alors, j'ai rarement travaillé avec des gens d'Afrique du Nord, mais ça m'est arrivé une fois. J'ai 2 enfants et j'ai eu un parcours de PMA qui m'a fait accompagner d'autres personnes. Et moi, je suis Virginie Terrier, donc mon travail, c'est la nutrition et la micronutrition. Je consulte depuis 15 ans. Je suis passionnée par la fertilité et aussi par la période de conception, la période de périconception. Je trouve que c'est juste merveilleux, ce potentiel qu'on a de pouvoir faire un enfant et que malheureusement, parfois, on n'a pas naturellement et pour lequel on doit se battre. Moi, je me sens très touchée par l'infertilité, justement. Et surtout qu'en consultation, pour moi, l'infertilité, c'est un sujet que je trouve complexe, que j'ai toujours trouvé complexe, parce qu'en réalité, il y a une quantité de facteurs juste incroyables. Et je pense que c'est l'un des sujets les plus compliqués à traiter sur une consultation. Et c'est la raison pour laquelle, très rapidement, avec Adva, on s'est mis à travailler sur un outil pour nous aider dans notre déduction par rapport justement à la prise en charge de terrain de l'infertilité. Et cet outil, on l'a fait avec passion, on l'a créé avec beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Et il a fini par dépasser largement nos espérances. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il était même beaucoup, beaucoup plus intéressant que ce qu'on faisait à la base en consultation. Donc, on va vous le présenter aujourd'hui. On parle de fertiline et c'est vrai que la fertilité, c'est un sujet passionnant sur lequel on ne parle pas assez du mode de vie. Et pourtant, le mode de vie est un facteur d'amplification phénoménal. Et il y a parfois des choses assez simples à faire. Donc, on va aborder plusieurs sujets ce soir et on a vraiment à cœur de transmettre au maximum ces informations. Alors, je vais commencer parce que nous, on commence toujours par des questions. Donc, imaginez que vous construisez une maison, la même maison, sur 2 terrains différents. Et puis, il y a une des 2 maisons, enfin, vous construisez 2 maisons, hein, je me suis un peu trompée. Il y a 2 maisons, vous les construisez sur 2 terrains différents. Et puis, il y a une des maisons qui a une fissure. Qu'est-ce qu'on va incriminer? Alors, je vous laisse réfléchir. Voilà. Forcément, le terrain. Parce qu'on a construit la maison avec les mêmes matériaux, on a fait avec les mêmes maîtres d'œuvre, etc., etc. Tout a été fait de la même manière, sauf qu'il y en a une qui a une fissure et l'autre qui est toujours en place. Forcément, c'est le terrain. Et puis, si vous réalisez le même protocole de PMA qu'une autre personne, alors il y a différents protocoles, le médecin va recommander un protocole ou un autre. Disons, admettons que vous avez le même protocole. Pour une personne, ça fonctionne, et pour l'autre personne, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va incriminer? En fait, en fertilité, on voulait vous parler justement du terrain et de choses qui sont de l'ordre effectivement d'inégalité, mais pas de fatalité. Et c'est là-dessus qu'on mettait quelque chose d'important parce que finalement, c'est vrai que parfois, vous allez voir des personnes qui fument, qui boivent, qui ont un très mauvais mode de vie et qui arrivent à avoir un enfant. Et puis, vous qui faites peut-être beaucoup, beaucoup mieux que ces personnes-là. Et puis finalement, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner comme vous voulez. Et peut-être que vous allez devoir faire des tonnes et des tonnes d'efforts pour que finalement, ça fonctionne ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc, il y a une réalité, c'est qu'en termes de fertilité, il y a une inégalité qui n'est pas incontournable, qui n'est pas irréversible, et on est là aussi pour vous y sensibiliser ce soir. Et l'inégalité, elle est à différents points. Il y a un point aujourd'hui qu'on connaît très bien, qu'on connaît de mieux en mieux, qui s'appelle l'épigénétique, c'est-à-dire qu'en fait, votre génétique, ça vous connaissez, c'est le matériel dont vous héritez, en fait, c'est votre génome. Et ce génome, qui est comme une partition de musique, finalement, ça, c'est la partition. Mais cette partition, elle va s'exprimer plus ou moins fort, avec une mélodie un petit peu différente. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, votre génétique est fixe, mais en fait, votre environnement, c'est-à-dire, par exemple, le fait de manger bien, le fait de trop fumer, de boire, je sais pas, de consommer des toxiques, d'être exposé à des perturbateurs endocriniens,
d'avoir des mutations aussi parfois génétiques. Il y a plein de facteurs qui vont moduler l'interprétation de votre partition génétique. Et aujourd'hui, on sait que dans l'infertilité, il y a de très profonds facteurs d'ordre épigénétique. Donc des inégalités, mais qui sont contournables. Alors, pour simplifier un petit peu, pour que vous compreniez mieux le concept d'épigénétique et puis aussi le concept de terrain en général, moi j'assimile souvent la conception, la grossesse, la préconception au fait de devoir faire une épreuve inhabituelle. Donc quand vous allez vous rapprocher d'une grossesse, d'une conception, vous allez devoir surmonter une épreuve qui est inhabituelle pour un organisme. Une grossesse, c'est supra-physiologique. C'est au-delà de votre physiologie. C'est comme un espèce de marathon, hein, un peu, finalement. Et vous n'iriez pas sur la ligne de départ d'un marathon sans avoir jamais couru de votre vie. Ça, c'est une certitude. Donc, quand vous allez préparer une grossesse, vous savez que vous allez vers quelque chose d'extra-physiologique seulement. Hop, pourquoi ça tourne pas? Seulement, pour surmonter cette épreuve inhabituelle, vous n'avez pas tous le même sac. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que certaines personnes vont aller devant cette grossesse avec un sac qui est plutôt léger, c'est-à-dire avec une épigénétique qui est favorable. Et puis pour d'autres, le sac sera plutôt lourd et du coup, l'épigénétique sera défavorable. Et puis, là-dessus, il peut y avoir des facteurs environnementaux. Par exemple, si vous êtes en train de faire votre épreuve, vous avez un sac très lourd et qui se met à pleuvoir, votre sac va devenir de plus en plus lourd. Et aussi, avec l'épigénétique, on a la possibilité de vider son sac, de l'alléger et de pouvoir beaucoup mieux appréhender ce qui va venir, c'est-à-dire la conception. Donc l'épigénétique, c'est une expression de votre génome qui est modulable, sur laquelle nous, on travaille énormément parce que que ce soit Adva qui a vécu un parcours d'infertilité ou moi qui accompagne depuis 15 ans maintenant des couples en situation d'infertilité, il y a une chose qu'on a du mal à tolérer, c'est l'aspect fatalité. Ça ne va pas du tout. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des prédispositions, mais ne pensons pas fatalité. Partout dans votre mode de vie, vous avez des leviers et nous, ce qui nous intéresse, c'est de lever, d'activer ces leviers et de pouvoir faire en sorte que ça active votre fertilité. De trouver des solutions en fait qui vont pouvoir vous aider à aller de l'avant. Des solutions qui sont propres à vous. Oui, personnalisées. On va vous expliquer. Donc on va parler du terrain. L'épigénétique, c'est un facteur de terrain, mais ce n'est pas le seul. C'est un facteur qu'on prend en compte parce qu'il est très important. Mais on va parler du terrain et quand on a constitué Fertiline avec Adva, moi ça faisait déjà des années que j'accompagnais des couples en situation d'infertilité. Adva avait pris énormément de renseignements, fait un énorme travail sur son propre terrain justement pour réussir dans son protocole de PMA. Donc on était déjà très renseignés sur le sujet toutes les deux, mais on avait encore des interrogations. On s'est dit particulièrement, mais finalement, est-ce qu'il y a des différences entre les couples qui sont en situation d'infertilité et les couples qui ne sont pas face à une situation d'infertilité? Quand on a créé Fertiline, on a commencé à créer des questionnaires. Et ces questionnaires, on les a fait tester à des couples en situation d'infertilité et à des couples qui n'avaient pas de problème de fertilité. Et puis, on a regroupé les scores et on a regardé sur quel point on avait des différences. On a comparé ça avec des études scientifiques aussi, des choses qui sont connues, alors qui sont connues sur le plan scientifique, mais peut-être par une centaine de scientifiques, mais peut-être qui n'ont pas été encore jusqu'à vous. Donc, c'est pour ça qu'on veut vous les exposer aussi. Et c'est vrai qu'on a tiré des choses très, très pertinentes de ces questionnaires et qu'on s'est dit finalement, ce qui crée une situation d'infertilité et un terrain qui n'est pas favorable à une fertilité, c'est un cumul de facteurs. C'est vraiment un cumul de facteurs et ça ne veut pas dire que vous faites n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que vous avez un mauvais mode de vie. Ça ne veut pas dire que vous serez des mauvais parents. Ça veut juste dire qu'il y a un cumul de carences parfois qui va générer de l'infertilité, qui est un cumul de facteurs à la fois hérités sur le plan épigénétique qui est amplifié par le mode de vie, mais une alimentation saine en fertilité ne suffit pas parce que nous, les éléments qu'on a repérés sont des éléments qui peuvent être présents chez une personne qui mange très sainement ou chez une personne qui ne mange pas très sainement, en fait. Et on voulait vous parler de ces éléments-là parce que là où on a vu le plus de différences entre les couples qui sont en situation d'infertilité, donc hommes, femmes confondus,
et les couples qui n'avaient aucun problème de conception, et ben, c'était par exemple sur la qualité des graisses qu'ils mangeaient. Parce qu'en fait, on peut manger des bonnes graisses au niveau gustatif et puis même au niveau qualitatif, mais c'est peut-être pas les bonnes graisses pour la fertilité. On va en parler juste après. On va parler de l'iode aussi. En fait, l'iode, c'est un minéral, c'est un peu le minéral oublié de la fertilité. D'ailleurs, c'est assez aberrant parce que dans la plupart des nouveaux compléments alimentaires fertilité, c'est-à-dire des compléments alimentaires qui contiennent des molécules un peu plus modernes, un peu plus performantes, et ben comme par hasard, on oublie l'iode. Et pourtant, c'est un fondement très, très important. Et ça, l'iode, c'est pas en fonction de est-ce qu'on mange sainement ou est-ce qu'on mange pas sainement. Ça dépend beaucoup des sols sur lesquels sont cultivés les légumes et les fruits que vous mangez. Alors, c'est vrai que si vous avez la chance d'être très proche de la mer et de manger des légumes ou des fruits qui sont cultivés proche de la mer, probablement qu'il y a beaucoup d'iode dedans. Si vous mangez des algues, ben, c'est très très bien aussi. Mais effectivement, si vous êtes dans une zone où vous mangez des produits qui sont cultivés dans les terres, ben, probablement que vous allez être déficitaire en iode. Aujourd'hui, alors je ne connais pas forcément les chiffres partout, mais aujourd'hui, si on se base, nous, sur le bassin genevois où on habite, on a plus de 90% des femmes qui sont carencées en iode. Donc, c'est pas rien, c'est pas une toute petite partie de la population. Certaines études ont même été faites, alors je ne sais plus dans quel pays, il me semble que c'était au Japon ou en Chine, je ne sais plus. Et là, pareil, ils trouvaient les mêmes chiffres, plus de 90%. Donc, aujourd'hui, la carence en iode, c'est pas quelque chose, c'est une chose dont on ne parle pas beaucoup en fertilité. Pourtant, c'est quelque chose de très fréquent. C'est très dangereux de lancer une grossesse en étant carencé en iode, parce que ce que vous devez savoir aussi, c'est que quand vous êtes enceinte, eh bien, votre fœtus n'a pas de thyroïde jusqu'aux 20 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est-à-dire vous restez quand même un très, très long temps de grossesse, quasiment plus de la moitié, en fait, de la grossesse, avec un bébé qui n'a pas encore de thyroïde fonctionnelle. Donc, c'est votre thyroïde qui assume tout le développement du fœtus, de votre bébé. Et pour que votre thyroïde fonctionne, il faut un niveau d'iode qui soit vraiment suffisant. Donc, l'iode, c'est un élément clé dans la fertilité et pour la conception et pour la grossesse aussi. Et puis un autre élément qu'on a trouvé, c'est un phénomène qui est connu quand même dans la fertilité. On voulait vous en parler ce soir parce que dans la résistance à l'insuline, il est aussi validé scientifiquement qu'il y a une composante ethnique. En fonction de notre ethnie, ben, on est plus ou moins exposé à ce facteur. Et ce qu'on sait très très fortement, c'est que en Afrique du Nord, il y a une très très grosse proportion de résistance à l'insuline. Non seulement probablement sur le plan génétique, épigénétique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des facteurs de mode de vie, dans le type d'huile utilisée, dans la quantité de consommation de sucre aussi. Alors pourquoi on a choisi de vous parler de ces trois pistes? D'une part parce qu'elles sont très fréquentes, parce qu'en plus ce sont des pistes en termes de fertilité qui sont valables et chez la femme et chez l'homme, que c'est facile à moduler, entre guillemets, hein, ça demande toujours des efforts, quels que soient les aménagements du mode de vie. C'est encore faisable, c'est des stratégies qu'on peut faire. C'est réalisable. Et puis surtout, ces pistes-là ont été nos premières observations de terrain, les premières choses sur lesquelles on a agi. Aujourd'hui, Fertiline est devenue une grosse machine sur laquelle on analyse énormément de paramètres. On prend en compte plus de 1000 paramètres aujourd'hui sur nos questionnaires. Du coup, c'est très, très pointu. Et là, on vous parle de 3 observations sur les 1000 paramètres qu'on va étudier. Mais ce sont des pistes qui sont vraiment très sérieuses et qui sont assez faciles à changer dans le mode de vie. Alors, les acides gras, pour commencer par la première, ça, c'est vraiment un gros combat dans la fertilité. Les graisses de la fertilité sont les oméga 3. Et là, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Toutes les études le montrent. Pour améliorer sa fertilité, il faut avoir une alimentation riche en oméga 3. Alors, on ne parle pas que d'oméga 3, mais on parle d'un équilibre. En fait, on a 2 types de graisses qui conditionnent l'équilibre hormonal. D'une part, des graisses qu'on appelle les oméga 6 et d'autre part, les graisses qu'on appelle les oméga 3. Et en fait, ce qui s'est passé dans ces dernières 100 années à peu près, on a eu de grosses révolutions au niveau de l'agriculture. Les animaux se sont mis à manger différemment. Aujourd'hui, on a une alimentation qui est beaucoup plus riche en oméga 6, beaucoup trop riche en oméga 6, et on ne consomme pas assez d'oméga 3.
En fait, les oméga 3 sont anti-inflammatoires, les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Les oméga 3 favorisent plutôt un bon équilibre hormonal et les oméga 6 ont tendance à déséquilibrer les hormones. Donc, vous comprendrez vraiment que cet équilibre est très, très important dans le cadre de la fertilité parce qu'en fait, il va conditionner l'équilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Donc, les œstrogènes, c'est les hormones qui font pousser, qui font maturer en fait vos ovocytes et qui font pousser votre endomètre. Et la progestérone, c'est l'hormone de la grossesse et de l'implantation. C'est elle qui va vasculariser l'endomètre. Donc, en fait, il faut un équilibre vraiment très, très adapté pour qu'une conception soit possible parce que votre endomètre ne doit pas être trop petit, ne doit pas être trop gros, ne doit pas être sous-vascularisé, ne doit pas être hyper-vascularisé non plus. Donc, l'équilibre, il est fin. Et cet équilibre, votre organisme sait le faire à partir du moment où il a le matériel pour le faire. Le matériel pour le faire, c'est les bonnes graisses en équilibre. Donc, ces graisses et cet équilibre au niveau des graisses, ça va conditionner l'efficacité du cycle. Aujourd'hui, ce qu'on redoute, et une des plus grosses problématiques en fertilité, c'est les cycles non ovulatoires. Il y a beaucoup de femmes, et notamment quand on a des résistances à l'insuline, on va souvent voir des cycles qui ne sont pas ovulatoires. Parfois, on va avoir seulement un cycle sur 2 qui va être ovulatoire, parfois un cycle sur 3, parfois même un cycle sur 4. Et évidemment, ça diminue beaucoup les chances de conception. Alors pour ça, évidemment, la PMA est très efficace parce qu'il suffit de cadrer le cycle avec justement des traitements et on va vous faire ovuler pile au bon moment. Et puis ça, c'est super pour les cycles qui sont non ovulatoires. Mais l'équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 est très important pour justement l'équilibre du cycle. Cet équilibre est important pour la maturation des ovocytes et aussi pour l'implantation et la vascularisation de votre endomètre. Je vous disais, les oméga 6, ils sont plutôt pro-inflammatoires et ils vont plutôt avoir tendance à trop pousser les œstrogènes. Donc, si vous avez déjà un terrain très œstrogénique, c'est-à-dire si vous avez tendance, par exemple, à faire des hyperstimulations, dans ce cas-là, il faut vraiment calmer les oméga 6. Les oméga 3, eux, ils ont un rôle plutôt anti-inflammatoire et ils vont plutôt améliorer la production de progestérone. Et la progestérone, vous le savez, si vous êtes en PMA, c'est des ovules qu'on vous donne une fois que le transfert a eu lieu. Et bien, cette progestérone, c'est l'hormone de l'implantation, c'est l'hormone qui flambe quand on est enceinte, qui se met à un niveau très, très élevé pour justement favoriser la vascularisation de votre endomètre, favoriser les échanges sanguins et la nutrition de votre embryon, puis ensuite de votre fœtus. En fait, ce qu'il veut dire aussi, c'est que même si les œstrogènes ou la progestérone sont donnés de manière artificielle pendant une PMA, ils sont très importants, en fait, ceux qu'on produit nous naturellement. C'est pour ça que c'est important d'accompagner sa PMA pour que son corps soit favorable à tous ces processus. Ça, c'est tout à fait vrai parce que on peut parfois se dire, mais en fait, c'est pas grave si je produis pas vraiment un super bon taux de progestérone parce que de toute façon, j'ai mes ovules de progestérone. Mais il faut bien savoir qu'une hormone, elle se colle sur un récepteur qui est votre récepteur et vous n'aurez jamais une hormone aussi efficace que celle que vous produisez vous-même. Donc, de compléter une hormone, c'est bien. Par contre, celle que vous allez produire vous, ça, c'est de l'hormone en or. Vraiment. Donc, on va essayer au maximum de pousser l'organisme dans son propre potentiel, d'optimiser le potentiel de son propre organisme au lieu de tout le temps substituer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas substituer, mais la substitution ne doit pas vous empêcher d'essayer d'augmenter votre propre potentiel. Donc, finalement, en fertilité, on commence à savoir de plus en plus que les oméga 3 sont importants et moi, il y a une erreur que je vois beaucoup. C'est des personnes qui me disent « Ah, mais de toute façon, les oméga 3, c'est bon, je prends des gélules. » Et là, je leur dis « Oulala, attendez, vous prenez des gélules. Déjà, vous prenez des gélules de quoi ? Ah, bah, je prends des oméga 3, 6, 9. » Ok, donc ça ne sert à rien, vous pouvez les jeter à la poubelle, ça n'a aucun intérêt parce que l'idée, c'est de travailler un ratio entre les oméga 3 et les oméga 6. Si vous prenez des oméga 3 et des oméga 6 ensemble, vous ne travaillez pas votre ratio, ça n'a aucun intérêt. Donc, quel type de gélules vous prenez? Est-ce qu'elles sont labellisées? Est-ce qu'elles sont garanties sans métaux lourds? Est-ce qu'elles sont garanties non oxydées? Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est le ratio oméga 6, oméga 3. Si vous prenez des gélules d'oméga 3, mais que vous avez toujours trop d'oméga 6 dans votre alimentation,
trop de viande, trop d'huile de tournesol, de l'huile d'arachide, des graines de sésame, de l'huile de sésame dans tous les sens, ça ne sert à rien de prendre des gélules d'oméga 3. Il faut déjà commencer à abaisser vos oméga 6 et monter vos oméga 3 dans votre assiette tous les jours. Et là, c'est très pertinent de prendre des gélules en plus pour amener des oméga 3 spécifiques. Et est-ce que de prendre une complémentation, c'est suffisant pour améliorer l'équilibre hormonal et l'implantation? Non. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler l'équilibre. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas du tout anti-compléments alimentaires. La preuve en est, c'est que dans les programmes, on conseille des compléments alimentaires, parfois 1, parfois 2, parfois 10, en fonction des terrains. Ça dépend vraiment de la personne. On n'est pas du tout anti-compléments alimentaires. On est même pour, à partir du moment où on amène de la qualité et où on ne commence pas à donner des compléments là où l'alimentation peut faire le travail. C'est ça qui est important. La base, c'est l'alimentation. Puis les compléments, on le donne. Ça complémente. on le donne quand on doit amener une action, quand on doit avoir une action spécifique. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le syndrome des ovaires polykystiques, on voit souvent, par exemple, du myo-inositol qui est donné parce qu'il y a beaucoup d'études sur le myo-inositol. C'est très intéressant. Il ne faut pas oublier que le myo-inositol, c'est une fibre qui est dérivée du son d'avoine. Le son d'avoine, ça coûte à peu près 3 € le kilo. Et on vous vend des sachets de myo-inositol à, je ne sais pas, 60 € par mois. Donc, à un moment donné, moi, j'aurais presque envie de dire, mettez plein de son d'avoine dans ce que vous mangez, puis vous verrez, vous allez avoir un apport en myo-inositol naturel. Et puis, en plus de ça, l'avoine, il augmente le statut hormonal. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que la place du complément alimentaire, c'est jamais de se substituer à votre alimentation. D'abord, on travaille l'alimentation, puis vraiment, là où on n'a pas de solution pour changer les choses suffisamment rapidement avec les aliments, on amène du complément. Et nous, c'est vraiment notre mode de raisonnement. D'abord la base, et ensuite on complémente. Alors, les oméga 3, on fait quoi? Tout simplement, comme on disait, il faut baisser les oméga 6, augmenter les oméga 3, donc on travaille sur un ratio, sur un équilibre. Et très basiquement, les oméga 6, c'est assez simple. Vous allez les trouver dans les huiles de tournesol, de pépins de raisin, dans les graines de courge, dans le sésame, dans la cacahuète qui est bourrée d'oméga 6. Donc tous ces aliments-là, on va essayer de les atténuer. Et par contre, on va aller mettre beaucoup d'oméga 3. Donc les oméga 3, c'est l'huile de colza, c'est les noix, les cerneaux de noix, les noix fraîches que vous cassez, que vous mangez comme ça, c'est les amandes, les noisettes. Alors ça, je pense que c'est des choses qui sont assez faciles à trouver, que vous pouvez facilement enrichir vos assiettes en ces éléments-là. Aussi les petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, ces petits poissons déjà, ce sont des poissons qui sont les moins chers et les meilleurs pour la santé. Ils sont tout petits, donc ils sont moins toxiques, ils n'ont quasiment pas de métaux lourds finalement par rapport à un gros poisson comme le saumon ou le thon, qui sont des poissons aujourd'hui particulièrement toxiques. Et puis il y a des graines qui sont bourrées d'oméga 3, les graines de lin, les graines de chia, les graines de chanvre. Ça, c'est vraiment de l'or pour les oméga 3. Donc l'idée, c'est vraiment de limiter tout ce qui va être source d'oméga 6 et vraiment d'aller augmenter toutes les sources d'oméga 3. Et ça, c'est du quotidien, à savoir que pour améliorer un équilibre hormonal, la qualité d'un ovocyte, c'est à peu près, et même la qualité des spermatozoïdes, on parle de 3 à 6 mois de changement d'attitude alimentaire. Alors, je sais que ça paraît long parce que 3 à 6 mois en fertilité, ça paraît être une éternité. En fait, à l'échelle d'une vie, effectivement, c'est pas grand-chose. Et les oméga 3, c'est pas le seul intérêt. Quand vous avez une alimentation qui est riche en oméga 3, vous avez moins de risques de dépression postpartum. Vous avez plus de chances de développer un QI important chez l'enfant. Alors, je sais qu'on ne fait pas des enfants pour qu'ils aient un QI énorme, mais pour qu'ils aient un QI c'est bénéfique pour l'enfant aussi. Et disons que c'est bénéfique pour l'enfant aussi, pour tout son développement neurologique. Il y a même des études qui ont été jusqu'à prouver que l'alimentation de la maman avant la conception et pendant la grossesse et la richesse de cette alimentation en oméga 3 prévenait les dépressions de l'enfant à l'âge adulte. Donc, c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'une alimentation riche en oméga 3, elle a un impact sur votre fertilité maintenant, mais ça va tellement loin. Honnêtement, il ne faut vraiment pas vous en priver. C'est un facteur de santé essentiel aussi. Et c'est important pour le papa. C'est-à-dire que autant la maman peut influencer la santé du futur enfant,
autant le papa, même si c'est elle qui le porte, mais autant le papa, parce qu'un enfant, c'est issu du spermatozoïde et des ovocytes, eh bien, il peut influencer aussi sur ça. Et puis, on veut diminuer les oméga-6, mais il y a d'autres types de graisses qu'on veut diminuer aussi. Ça s'appelle les graisses saturées. Alors, les graisses saturées, c'est des graisses qu'on va principalement trouver dans les viandes, dans les charcuteries, dans les fromages et dans tous les produits transformés. Et pourquoi elles nous embêtent, ces graisses saturées? Tout simplement parce que votre ovocyte, c'est une grosse cellule. Autour des cellules, on a une membrane qui est constituée de graisse. Et cette membrane, soit elle est très souple, soit elle est très dure, soit elle est moyenne. Mais bon, ce qu'on voudrait pour qu'un ovocyte soit très facilement fécondable, pour qu'il puisse se développer correctement, c'est qu'il soit plutôt souple et qu'il ait plutôt des bonnes graisses. Et quand vous mangez des graisses saturées, que ce soit dans les membranes des ovocytes ou dans les membranes des spermatozoïdes, ça va avoir un effet qui est de rigidifier les membranes et de rendre les cellules beaucoup moins fonctionnelles, beaucoup moins en forme, quoi. Donc, plus d'oméga 3 et moins d'oméga 6 et moins de graisses saturées. Les graisses saturées, c'est vraiment les produits souvent de très mauvaise qualité, c'est-à-dire les viandes, les produits laitiers très gras, et puis la plupart du temps les produits transformés et des charcuteries ou industrialisés. Ouais. C'est-à-dire que quand vous achetez déjà des produits qui sont déjà faits en magasin, souvent il y a beaucoup de graisses saturées dedans. Donc il faut cuisiner soi-même, effectivement, ça c'est avec des oméga 3. Avec des oméga 3, ça c'est le bon plan. Et on peut remplacer en fait au niveau des huiles qu'on utilise en cuisine, justement. Quand on a l'habitude d'utiliser des huiles plutôt oméga 6, on peut très bien il faut savoir comment, parce que pas toutes les huiles peuvent se cuire, on les utilise pour différentes choses, mais disons, on peut les remplacer assez facilement pour pouvoir vraiment avoir un impact sur sa fertilité qui soit bénéfique. Oui. Et puis, en fait, pour les hommes, donc Adva l'a souligné juste avant, et notamment pour les hommes, elle nous disait, oui, ça a un impact aussi. Et c'est vrai, il y a quand même des études qui ont très clairement montré que le fait d'avoir des oméga 3, ça nourrit beaucoup mieux les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, ils nagent en permanence dans un liquide qu'on appelle le liquide sperminal, et ce liquide sperminal est très gras. Et les graisses qui sont dedans sont les graisses que vous mangez, en fait, que l'homme mange, tout simplement. Donc c'est vrai que finalement, quand les spermatozoïdes se retrouvent dans un liquide sperminal qui est riche en graisses saturées, ils étouffent, ils sont beaucoup moins dynamiques, ils vont pas bien, quoi. Les spermatozoïdes se nourrissent principalement d'oméga 3. Ça, c'est important. Donc des oméga 3 partout, à tous les repas, si possible. De l'huile de colza, de l'huile de noix, des cerneaux de noix, des graines de lin, des graines de chanvre aussi, des produits d'animaux élevés en plein air et si possible des animaux nourris à l'herbe. Si vous avez la possibilité d'aller, je ne sais pas, mais chez un éleveur près de chez vous et que vous êtes sûr que les animaux sont dehors et puis qu'ils mangent de l'herbe, alors je ne sais pas si vous avez la possibilité de trouver ça, mais c'est beaucoup mieux. Le label bleu blanc cœur, on trouve en France, mais je ne suis pas sûre qu'on trouve partout. Et puis, plutôt de cuisiner vos aliments de snacking. Si vous avez envie de manger des gâteaux, si vous avez envie de manger des granolas, des bouts d'énergie, des choses comme ça, plutôt de les cuisiner vous-même et de mettre des bonnes choses dedans. Et puis surtout, je crois que aussi en Algérie, vous cuisinez très bien quand même, donc très bien et avec beaucoup d'oléagineux. Donc ça, il faut pas s'en priver, mais par contre, il faut peut-être changer le type d'huile dedans. Et je sais qu'il y a une question qui va venir parce que l'huile d'olive, évidemment, c'est une base hyper importante dans la cuisine méditerranéenne. L'huile d'olive n'a pas d'impact en fait négatif sur la fertilité. Elle n'a pas d'impact non plus hyper positif sur la fertilité. C'est une huile qui est très neutre. Quand vous avez des olives qui ont été produites dans des conditions très arides avec des sols secs, elles ont une concentration en antioxydants qui est très élevée et du coup cette huile-là est très intéressante pour la fertilité, surtout pour l'homme parce que ça protège les spermatozoïdes. Mais effectivement, c'est pas une huile qui va optimiser la fertilité, mais elle est bonne à la santé, donc sans problème. Alors, les diodes. Parlons un peu d'iode. Effectivement, je vous parlais d'iode tout simplement parce que le fait de manquer d'iode, alors ça, c'est des études qu'on a ressorties, il y en a plein, des études sur l'iode et la fertilité d'ailleurs. On ne comprend pas pourquoi on n'en parle jamais, parce que c'est un des sujets les plus étudiés sur le plan scientifique au niveau de la fertilité.
que ce soit pour la grossesse ou que ce soit pour la conception, que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez la femme. Et en fait, quand vous manquez d'iode, déjà, vous mettez beaucoup plus de temps à tomber enceinte. Et en fait, c'est beaucoup plus de temps parce que les études montrent qu'on a 46% de fécondité en moins chez les personnes qui ont un déficit modéré en iode. On ne parle même pas de déficit sévère, de grosses carences. On parle juste de déficit modéré. C'est-à-dire, si vous avez un peu moins d'iode, ça marche vachement moins bien et vous mettez beaucoup plus de temps à tomber enceinte. L'iode a aussi un impact sur la qualité du sperme et sur le développement du QI de l'enfant. Même chose que ce qu'on expliquait en fait au niveau des oméga 3. Quand vous manquez de micronutriments ou que vous apportez des micronutriments en plus, évidemment, ça ne va pas avoir un intérêt que pour votre fertilité, ça va avoir un intérêt pour le développement de l'enfant. D'ailleurs, on pourrait très bien être un peu comment dire, réducteur dans notre façon de penser. Moi, je me dis souvent, finalement, on a besoin d'oméga 3, on a besoin d'iode pour qu'un enfant développe toutes ses fonctions. Peut-être qu'une carence en oméga 3 et en iode est simplement un facteur limitant où notre organisme nous dit non, là, il n'y a pas assez pour justement développer un enfant dans les meilleures conditions. Alors, c'est un peu réducteur hein, comme pensée, et je vous l'accorde, mais je me dis quand même que la nature fait assez bien les choses en général, et que du coup, on se dit, mais quand on parle juste de carences, on ne parle pas de maladie, là, et simplement ces carences-là augmentent par 2. Par exemple, une carence modérée en iode augmente par 2 le temps nécessaire pour tomber enceinte. Quand on sait que la moyenne, c'est 6-9 mois, ça veut dire que finalement, peut-être que vous allez mettre 18 mois à tomber enceinte si vous manquez d'iode. Donc, c'est quand même un facteur très important à considérer, d'autant plus que les mères sur notre planète, c'est pas ce qui manque vraiment. On en a de plus en plus, donc l'iode, c'est aussi assez facile à trouver. Donc, pourquoi il y a tant de déficiences en iode? C'est curieux, parce qu'on se dit, bon, ben quand même, maintenant, le sel est iodé, alors pas pour tout le monde, mais l'iode, il est quand même pas non plus super présent. Il nous faut 150 microgrammes d'iode par jour. Ça, c'est une donnée stricte. Pour la grossesse, il nous faut ça. Pour la préconception, il nous faut ça. Et quand vous mangez 100 grammes de poisson de mer, ben, vous avez que 73 grammes. Donc, il faut manger 200 grammes de poisson pour avoir juste l'apport quotidien en iode. Si vous prenez du sel iodé, il n'y a que 20 microgrammes par gramme de sel. Donc, aujourd'hui, on a aussi la tendance de moins saler et peut-être qu'on n'achète pas toujours du sel iodé. Parfois, on achète du sel de mer qui contient un peu d'iode, mais qui n'est pas re-iodé, donc à une concentration bien inférieure en iode. Et puis, on a de l'iode dans les fruits, dans les légumes, les viandes, les fromages, pour le peu qu'ils soient cultivés ou élevés sur des sols riches en iode. Donc ça dépend évidemment de où on vit. Et aujourd'hui, on sait que les sols ont tendance à être appauvris en minéraux et qu'on a de moins en moins d'iode. Donc, résultat des courses, des carences à peu près chez tout le monde au niveau de l'iode. Et pourtant, c'est pas compliqué parce que une source d'iode qui est juste immense et puis qui est pas cher, facilement trouvable. Alors, c'est juste pas bon, mais ça dépend des goûts. Non, ça dépend des goûts, effectivement. Mais les algues, tout simplement, les algues, c'est hyper écologique. Il y en a plein les nerfs, c'est bourré d'iode. Attention, c'est pas forcément très conseillé de vous manger trop d'algues pendant la grossesse parce qu'elles contiennent quand même des métaux lourds. Donc, manger des algues, c'est pas mal en préconception, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'en manger du poisson. Il y a différents types d'algues et vous voyez que, par exemple, il y a une algue, l'algue la plus riche en iode, elle s'appelle le kombu royal. On la trouve sous forme séchée. Quand vous mangez 1 gramme de kombu séché, vous amenez votre apport en iode pour 15 jours. Donc, quand même, les algues, c'est super rentable. 1 gramme pour 15 jours. C'est vraiment pas mal. Et puis, quand même, de maintenir un apport en poisson de mer et puis algues séchées de temps en temps. Et après, la préconception, il faut vraiment s'assurer d'avoir un apport en iode ric-rac, exactement comme on veut, calculé. Et c'est pour ça que très souvent, on complémente, en fait. On complémente à 150 microgrammes par jour parce qu'on est sûr d'avoir un bon apport. Il faut faire attention avec l'iode. L'excès est tout aussi dangereux que le déficit. C'est-à-dire que quand vous manquez d'iode, ça aggrave une situation d'infertilité, mais si d'un coup vous avez trop d'iode, ça aggrave une situation d'infertilité. Donc attention, hein, l'iode, il y en a trop, c'est pas bien, il y en a trop, c'est pas bien, il y en a pas assez, c'est pas bien. Donc il faut être pile à la bonne dose.
Et cet iode, il est essentiel pour aussi les premières phases de grossesse jusqu'aux 20 semaines d'aménorrhée. Donc c'est vrai que nous, en général, on ne prend pas le risque de dire manger des algues parce que si vous vous prenez de folie et si vous vous sentez en amour avec les algues et que vous vous mettez à manger plein d'algues, ça va être délétère. Donc ça veut dire que en fait, l'idéal, c'est vraiment d'amener une complémentation à 150 microgrammes par jour. Nous, les compléments qu'on conseille, ils vont être à ce niveau d'iode. Et puis, le troisième point, c'est la résistance à l'insuline. Alors, la résistance à l'insuline, qu'est-ce que ça? Ça fait un peu peur, ça, d'ailleurs. En fait, on parle de pré-diabète. C'est un signe avant-coureur de diabète. Tout bêtement, l'insuline, c'est une chose qui est assez conditionnée sur le plan génétique et puis épigénétique. D'ailleurs, on le voit si dans votre famille, dans votre famille proche, vous avez du diabète, vous avez beaucoup plus de chances de faire du diabète. Donc déjà, ça, c'est une question qu'il faut vous poser. Est-ce que dans ma famille, il y a justement mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes qui ont développé du diabète, le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète qui arrive avec l'âge ou avec le poids, mais parfois sans poids non plus, on voit des diabètes de type 2 sans qu'il y ait de surpoids. Si c'est le cas, ça veut dire que vous avez beaucoup de chances d'avoir une résistance à l'insuline et que cette résistance à l'insuline, elle pose deux problèmes. Problème de fertilité, diminution de la fertilité chez l'homme, chez la femme. Deuxième problème, risque de diabète gestationnel. Et alors ça, le diabète gestationnel, nous, on n'aime pas du tout, du tout, du tout. C'est absolument ce qu'on veut éviter, on veut l'anticiper au maximum. Parce que le diabète gestationnel, d'une part, c'est un danger pour vous, ça fragilise vos vaisseaux, les vaisseaux de la maman. Et évidemment, ça fait des bébés qui ont un risque de développement de problématiques de santé à l'âge adulte qui est beaucoup plus important. Donc, on prévient au maximum. Alors, la résistance à l'insuline, c'est une prédisposition. Il y a une prédisposition d'ordre génétique, il y a une prédisposition d'ordre épigénétique et il y a une prédisposition qui se place au niveau de la flore intestinale aussi. Donc en fait, quand on transmet une santé à un enfant, on transmet, comme je vous expliquais au tout début, un sac. Et dans ce sac, il y a quelques surprises qui sont parfois des très bonnes et puis parfois des moins bonnes. Et donc si on a une tendance à la résistance à l'insuline, c'est-à-dire vraiment des prédispositions familiales, il faut agir. Donc l'insuline, c'est notre hormone de stockage des graisses et elle est produite quand on mange des sucres. En fait, quand on mange pas que des sucres, mais des glucides de façon générale, c'est-à-dire des féculents, des céréales, du pain, des pâtes, des pommes de terre, des aliments sucrés. Et cette insuline, on l'apprécie pas vraiment parce qu'en fait, elle a une sérieuse tendance à intoxiquer l'ovaire, à rendre les ovaires moins fonctionnels, à dérégler les ovulations. Quand vous avez une résistance à l'insuline, peut-être qu'au lieu d'ovuler tous les mois, ça va être un mois sur 2, un mois sur 3, puis de moins en moins, puis parfois on n'ovule pas du tout, et puis pourtant on a des cycles. Donc attention à cette résistance à l'insuline qui augmente en plus les risques pour la santé de l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut avoir ses règles, mais sans pour autant ovuler. Exactement. C'est-à-dire, c'est pas un cycle, un cycle peut être normal. Donc, paraître normal, on a ses règles tous les 28 jours ou un peu plus longtemps. Et par contre, on n'a pas une ovulation. Et ne pas être effectivement ovulatoire. Et là, forcément, du coup, évidemment, naturellement, quand il n'y a pas d'ovulation, on ne peut pas tomber enceinte naturellement. Il faut déclencher l'ovulation. C'est aussi le travail de la PMA, c'est le travail de votre gynécologue de comprendre le contexte, de vous aider à déclencher les choses. À savoir que aussi, quand vous allez réduire votre production d'insuline, vous allez avoir une meilleure ovulation. Donc, il y a quand même une chose qui est très importante. Si vous avez dans votre famille des antécédents de surpoids, d'obésité, de diabète, d'hypertension, de cholestérol, tout ça, ça évoque quand même une prédisposition à une résistance à l'insuline. Si vous-même, vous avez tendance à prendre du poids facilement, quand on est résistant à l'insuline, on prend du poids facilement et on a du mal à en perdre. En général, quand on essaie d'en perdre, d'ailleurs, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que c'est très parce que finalement, là, l'idée, c'est d'essayer de réduire le poids et de le stabiliser, ça, évidemment, pour faciliter le fonctionnement de l'ovaire. Par contre, on va évidemment réduire les glucides, pour ça, l'apport en glucides, et il faut faire très attention à ne pas tomber non plus dans le sans glucides, parce que moi, je vois aussi des attitudes qu'on appelle les keto diets, par exemple, qui sont des régimes dans lesquels on n'a plus du tout de glucides. Et il faut savoir que vous produisez quand même une molécule dans le corps qui s'appelle le coenzyme Q10, et ce coenzyme Q10 est dépendant des glucides.
Donc, trop de glucides, résistance à l'insuline. Pas assez de glucides, risque de carence en coenzyme Q10. Donc, il faut être au bon endroit. C'est un peu ça l'idée. Alors, c'est vrai que, par exemple, ça a été un vrai casse-tête, hein, l'insuline. Quand on a créé les programmes Fertiline, on s'est vraiment cassé la tête avec ça pour se dire quels sont les signes, comment on repère une personne qui a une prédisposition à une résistance à l'insuline, comment on gère ça sans abaisser le coenzyme Q10, parce que si on abaisse le coenzyme Q10, on gagne effectivement au niveau de la résistance à l'insuline et en termes d'ovulation aussi et puis en termes d'ovulation et de cycle, mais par contre, on va perdre en qualité ovocytaire. Donc, en fait, il a vraiment fallu trouver le bon équilibre. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très rigolo parce que dans les premiers utilisateurs des programmes, on a même un couple qui a perdu tellement de poids, qui était effectivement dans un phénomène de résistance à l'insuline, les deux. Ils ont perdu tellement de poids qu'ils ont racheté le programme pour leurs parents qui ne sont pas du tout dans des objectifs de fertilité, mais simplement pour qu'ils puissent perdre du poids. Donc, avec Adva, on a trouvé ça rigolo, quoi, parce que finalement, l'objectif de nos programmes, ça n'a jamais été de se focaliser sur la perte de poids, c'est de se focaliser sur les facteurs d'optimisation de la fertilité. Mais en fait, en voulant tout optimiser, bah, finalement, évidemment, naturellement, on perd du poids et on remet le terrain à l'équilibre. En fait, nous, l'objectif, c'est de remettre le terrain de chaque personne de façon individuelle à son état d'équilibre. Et l'état d'équilibre pour la fertilité, ben souvent, c'est un état où le poids est à peu près normal parce que trop de poids, trop de graisse, c'est pas bon, mais pas assez de poids, pas assez de masse grasse, c'est pas bon non plus. Là, il faut souvent être dans les clous, en fait, quelque part. Et pour arriver au bon équilibre, ça dépend aussi du terrain de base. C'est-à-dire que pour une personne, arriver à l'équilibre, ça va demander certaines choses, et pour une autre, ça va demander d'autres choses. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une approche individualisée, personnalisée, parce que une chose qui va être bien pour une personne, va pas forcément l'être pour une autre. Exactement. Et ça, c'est vraiment au niveau de l'insuline, de la résistance à l'insuline, c'est vraiment là, il faut vraiment réfléchir de façon individuelle pour augmenter les chances de conception et ne surtout pas les abaisser. Ça, c'est très important. Donc, on évite les attitudes type keto diet qui sont vraiment trop extrêmes en termes de restriction glucidique. Et si on doit vraiment se restreindre en glucides, dans ce cas, il faut penser à se complémenter en coenzyme Q10 parce qu'on voit aussi des femmes qui partent d'un surpoids très, très important, qui font une énorme perte de poids et puis qui se retrouvent en insuffisance ovarienne. Et là, on se dit, mais quelle bêtise, parce que finalement, la personne a fait énormément d'efforts pour améliorer son état de santé. Bravo, c'est génial. Mais par contre, du coup, on a échangé un problème contre un autre problème. Et ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter de faire. Donc, l'objectif. Et c'est pour ça que la fertilité, c'est complexe et que même nous, en consultation, on doit se tourmenter l'esprit pour trouver les bonnes pistes. Et aujourd'hui, les questionnaires Fertiline, eux, ils trient tout seuls. Donc, c'est vraiment absolument génial parce qu'on voit exactement là où on doit agir et on est sûr d'aller dans le bon sens. Ça, c'est déjà très bien. Donc, moins de glucides et puis surtout de privilégier des glucides qui ont des index glycémiques bas, c'est-à-dire qui sont très fibreux. Aussi de prendre l'habitude peut-être d'ajouter du son d'avoine dans vos assiettes, d'ajouter des fibres, d'augmenter la quantité de fibres dans vos aliments. Donc, en bref, ce qu'on a vu, c'est plus de graisse, mais beaucoup de qualité au niveau des graisses, plus de poissons pour l'iode, mais aussi parce que le poisson a un effet intéressant sur la flore intestinale, contrairement à la viande qui a un effet qui est beaucoup moins bon, éventuellement plus d'algues, moins d'animaux mal élevés, plutôt des animaux bien élevés en fait, et surtout des glucides à charge glycémique basse avec surtout pas de restrictions trop drastiques. Il y a d'autres facteurs qui sont aussi essentiels dans la fertilité. Il y a la vitamine D, le magnésium, les antioxydants, ça c'est super important. Donc il faut en amener. Et puis, c'est vrai que dans la fertilité, on a des pathologies qui sont associées à la fertilité. Dans ces pathologies, on a l'endométriose, qui est une pathologie plutôt inflammatoire, immunitaire, le syndrome des ovaires polykystiques, qui est une pathologie liée à la résistance à l'insuline. Ça va avec. On n'a pas de SOPK sans résistance à l'insuline. C'est aussi une pathologie qui est liée au déséquilibre hormonal et qui a une composante génétique très très forte. Et on a l'insuffisance ovarienne, qui est un peu le trou noir parce qu'on commence à avoir certaines pistes intéressantes sur l'insuffisance ovarienne précoce, des pistes immunitaires par exemple, des pistes nutritionnelles. Et ça, c'est très intéressant.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque pathologie, il y a des indications et des conseils spécifiques, mais ça dépend aussi de votre terrain. Parce que finalement, si vous avez une endométriose, on ne va pas la traiter de la même façon si vous avez par exemple un excès de stress ou des signes de déséquilibre au niveau des œstrogènes que si vous avez un sous-poids avec un déficit de masse grasse. Donc en fait, il faut tenir compte de qui vous êtes, de ce que vous êtes pour pouvoir traiter cette pathologie, pouvoir l'améliorer en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas une maladie. Alors moi, je déteste classer les gens en maladie. Je déteste ça. Vous voyez, par exemple, dire, ah, bah voilà, cette personne-là, son problème de fertilité, c'est que l'endométriose. Cette personne-là, son problème, c'est que le SOPK. Non, non. Vous n'êtes pas une maladie, vous êtes une personne, vous avez un terrain. Et la maladie est une des composantes de votre terrain ou une des conséquences de votre terrain. La maladie, c'est une conséquence. C'est un marqueur du dérèglement. C'est un marqueur de rupture d'équilibre, en quelque sorte. Mais ce n'est pas ce qui vous définit. Hein. Et la preuve en est qu'on arrive très bien à calmer complètement les endométrioses. On n'enlève pas le tissu endométrial, ça c'est sûr, mais on arrive très bien à le mettre quand même, à mettre son activité au repos. On arrive à canaliser complètement des syndromes des ovaires polykystiques avec le mode de vie. Et on arrive aussi à avoir des grossesses sur des insuffisances ovariennes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas considérer la pathologie comme une fatalité, il faut la considérer comme un facteur, comme une conséquence et comme un super indicateur de ce que fait votre organisme et de ce qu'il fait comme déséquilibre en fait. C'est vraiment ça. Donc, il y a d'autres pistes aussi que nous, on exploite beaucoup dans les programmes. On ne peut pas parler de tout ce soir parce que, comme je vous ai dit, dans les programmes, on évalue 1000 facteurs, que ce soit le stress, le sommeil, l'activité physique, l'exposition aux perturbateurs endocriniens. C'est un facteur clé. Hein. Aujourd'hui, dans votre environnement, vous avez plus de 400 molécules qui ont un effet sur vos œstrogènes. Donc, autant vous dire, dans votre environnement proche que vous côtoyez tous les jours. Donc, nous, les perturbateurs endocriniens, on essaye, évidemment, si on voit que le niveau d'exposition est élevé, de faire table rase sur ces molécules et de changer les habitudes. Parce que ça, c'est vraiment une histoire de changement des habitudes. Peut-être qu'on explique perturbateur endocrinien, en fait, juste c'est en fait un perturbateur des hormones. Oui. Et comme toute la fertilité, c'est autour des hormones, si vous avez une attitude pour améliorer vos hormones, justement avec des injections, si vous êtes en PMA ou des œstrogènes, de la progestérone, et qu'en même temps vous avez des perturbateurs de ces hormones, ça marche un peu moins bien. Voilà, donc c'est vrai que c'est important. Et où est-ce qu'on peut les trouver? Beaucoup, toutes ces choses en plastique, les revêtements, les peintures, en fait, même dans la nourriture, en fait, il y en a partout. Et les revêtements anti-adhésifs, voilà. Par exemple, des casseroles, quand vous cuisez avec un revêtement anti-adhésif, ça c'est très les bouteilles d'eau, quand on cuisine. Alors, il y a aussi des effets qui potentialisent ces perturbateurs endocriniens. Par exemple, le plastique, c'est pas génial, mais en plus, si vous chauffez le plastique, alors là, c'est parce que là, vous buvez carrément le plastique, les molécules de plastique. Oui. Donc, un plastique, on essaye de réduire au maximum et surtout ne pas le chauffer. Si une bouteille est restée, par exemple, longtemps au soleil, surtout pas la boire parce que là où il y a tout le plastique de la bouteille qui est dans l'eau, donc vous ne buvez pas de l'eau mais du plastique, des microparticules, voilà. Donc voilà, c'est des choses qu'on doit apprendre à faire. Il y a des petits gestes qu'on peut faire au quotidien pour réduire son exposition et du coup favoriser ses hormones. Tout ce qu'on va faire en amont avec la nutrition, la complémentation, etc., on ne va pas le casser avec les perturbateurs endocriniens, on va faire du favorable. Et puis même sur les perturbateurs endocriniens, pour pousser le vice un peu loin, nous quand on a créé les programmes, on a regardé tous les compléments de fertilité qui existaient sur le marché et il existe même, à notre grande surprise, des compléments qui visent la conception, même la grossesse, qui contiennent des nanoparticules qui sont des puissants perturbateurs endocriniens. Et là, c'est une aberration totale parce qu'on vise la fertilité et on a des produits fertilité qui sont dangereux pour la fertilité. Donc, attention effectivement à ce qu'on prend, ça c'est quand même vraiment, il faut quand même vraiment faire table rase au maximum sur ces perturbateurs endocriniens. Alors, combien de temps il faut se préparer? On en a déjà parlé, c'est vrai changer ses attitudes, on ne peut pas, alors déjà, il faut un petit moment d'adaptation. En plus, les changements, ils ne se répercutent pas tout de suite sur notre corps. Donc,
grosso modo, il faut se dire qu'il faut entre 3 à 6 mois avant une conception pour vraiment avoir un impact déjà sur son projet de conception. Par exemple, si vous avez un traitement de FIV et que vous voulez vraiment améliorer son succès, c'est vrai que c'est mieux de prévoir 3 à 6 mois avant de commencer avec une attitude de terrain, donc ce qu'on parlera après, et d'avoir ça tout au long de la stimulation et encore après, parce que tout ça, c'est des bonnes choses aussi pendant la grossesse, pour l'enfant, pour vous. Enfin, c'est que des bons conseils, c'est de la santé aussi. On travaille sur la santé. Maintenant, si vous avez moins que 3 mois devant vous, alors nous, on a vu aussi des gens qui, même en effectuant les programmes pendant 3 semaines avant de la conception, arrivaient quand même à avoir un impact parce que, alors ça dépend aussi de quel est le problème. Suivant le problème, on pourra, si c'est une qualité des spermatozoïdes, on sait que malheureusement il faut minimum 3 mois pour régler une qualité de spermatozoïdes. Mais si c'est des facteurs immunitaires, des choses comme ça, on peut les régler plus rapidement. Et du coup, ça vaut la peine de commencer dès que vous pouvez un changement et de manière personnalisée parce qu'on est tous différents. En fait. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, je pense, ce qui est très intéressant, c'est que parfois, on n'arrive pas à tout changer d'un coup. Parfois, on va changer que certaines choses ou parfois, on va avoir une grossesse qui démarre alors qu'on a l'impression de ne pas avoir changé depuis suffisamment longtemps. Nous, très souvent, les couples qui ont des grossesses qui démarrent, qui réussissent un protocole de PMA alors qu'avant, c'était moins le cas ou comme ça, et bien finalement, ce sont des couples qui ont fait des changements et qui n'ont pas encore une alimentation optimale, mais qui ont gagné du terrain. Il ne suffit pas de tout renverser puis d'arriver à quelque chose de parfait. Il suffit juste de gagner du terrain. Parfois, une amélioration de 10%, 15%, 20%, et ben c'est ça qui va faire que, voilà, c'est ça qui va peser dans la balance et qui va faire que votre protocole de PMA, qui est un protocole millimétré, qui est un protocole vraiment supra-physiologique et encourageant pour votre fertilité, ben ce protocole va avoir tout son potentiel parce que vous aurez un terrain à l'équilibre. C'est ça qui est important, c'est vraiment de vous dire, on essaie de gagner du terrain de plus en plus. Et on n'attend pas que ce soit idéal pour repartir sur un protocole. Alors, justement, qu'est-ce que c'est Fertiline ? On a déjà un petit peu parlé, mais juste pour récapituler un peu, en fait, c'est des programmes qui sont intelligents. C'est des programmes qui se font en ligne et de manière personnalisée. C'est-à-dire que c'est des programmes qu'on va pouvoir faire seul de son côté, que vous soyez, on a même des utilisateurs qui se trouvent à l'autre bout de la planète. On peut les faire de partout. Ils sont personnalisés parce qu'ils sont basés sur un algorithme intelligent, c'est-à-dire que vous allez répondre à plus de 200 questions et basé sur vos réponses, où on va vraiment analyser tous les facteurs qui peuvent influencer votre fertilité, eh bien, on va vous donner des recommandations personnalisées pour améliorer votre terrain et donc, comme on a dit, pour vous aider à devenir plus fertile et en meilleure santé. On va parler justement de la nutrition, de la complémentation, de la gestion du stress, des effets du stress, pas du stress, parce que des conséquences du stress, parce que gérer un stress, ça peut être plus stressant. Enlever un stress, ça on ne fait pas encore. On n'est pas des magiciennes, mais par contre, la gestion des effets du stress, des conséquences du stress, les toxiques, le bien-être, l'activité physique aussi qui est très important. On vous explique pourquoi et comment. Et les perturbateurs endocriniens, on va vous expliquer en fait où il y en a, comment les attitudes à avoir pour diminuer son exposition, là, tout ça, voilà. Et nos programmes sont basés sur une expérience cumulée de 100 ans de spécialistes. On s'est associé avec des médecins de la reproduction, nutritionnistes, pédiatres, des consultants de PMA, aussi des psychologues, psychocliniciennes, biologistes, etc. Donc, c'est vraiment une approche à 360 degrés, c'est-à-dire on va prendre en compte tous les aspects qui sont importants pour la fertilité. On a aussi sur notre site, et là je vous invite vraiment à y aller, c'était pour ça que je disais au début de la présentation que c'était important que vous laissiez votre adresse, que vous vous inscriviez, on remettra l'adresse avec Manel de notre site, parce qu'on a un test, un bilan gratuit sur notre site qui s'appelle le Fertiline Score. Et en fait, là, avec ce Fertiline Score, on teste son potentiel d'amélioration de son terrain. Parce que notre but, c'est pas de vous faire des changements de terrain si le terrain il est déjà bon. Donc là, on va vraiment analyser, on a
comment on a construit ce test? On a pris en fait on vous a dit qu'on avait fait des tests sur des personnes qui étaient fertiles, qui avaient pu avoir des enfants relativement facilement, et des gens qui avaient du mal à avoir des enfants. Et on a vu qu'il y avait des grosses différences dans leurs réponses. On a repris toutes ces questions où les réponses étaient si différentes, et ça nous fait un petit score, un petit test qui vous permet de voir où il y a des choses, où il y a des attitudes, vraiment les attitudes clés qui pourraient vous permettre d'améliorer votre fertilité. Avec ça, quand vous faites un fertile score, vous obtenez aussi des méditations, des hypnoses, parce que notre but aussi, c'est de vous aider déjà maintenant. On vous a donné des conseils ce soir qui peuvent être appliqués dès demain. Enfin, on espère en tout cas, on vous encourage. Et vraiment de vous donner des clés qui peuvent tout de suite vous aider dès demain. On a aussi des pistes qu'on donne dans des webinaires qu'on a fait avec des cliniques de PMA notamment, ou qu'on a fait de notre côté. On a pas mal de choses sur YouTube. Et tout ça, vous avez les liens. Quand vous faites votre fertile score, et vous avez tous les liens sur toutes nos ressources. Donc, on vous invite vraiment à le faire. Et puis, après, pourquoi fertile? Justement, l'idéal pour nous, c'est de faire le programme qu'on appelle InConcept. C'est un programme de préconception. On va justement travailler tout ce qui est avant la conception, 3 à 6 mois. Et puis, on a ajouté à ça aussi des programmes qui sont spécifiques au traitement de PMA, parce qu'on sait qu'il y a des attitudes qu'on peut avoir pour optimiser toutes les phases du traitement de PMA, donc la stimulation, l'implantation, la période d'attente, etc. Il y a des attitudes clés qu'on peut avoir jusqu'au 12 SA, parce qu'on sait que c'est une période qui est fragile jusqu'au 12 SA, pour vraiment accompagner votre traitement et vous aider à optimiser tout le processus de votre traitement. Et puis ça, c'est notre dernier slide qu'on aime bien. On finit par une question. Alors nous, on a la petite voiture Fertiline. Nous, on va vers une population saine et fertile. Et vous, où est-ce que vous allez? Voilà. Et puis donc, on a mis notre adresse email. Et de toute façon, Manel va faire partager les liens et tout ça pour nos sites. Comme ça, vous pourrez faire le Fertile Score. Exactement. C'était excellent. Franchement, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Là, c'était vraiment génial. Donc, il y avait beaucoup d'astuces, beaucoup de renseignements qui sont clés. Là, vraiment, on vous remercie pour ça. Et j'espère que toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence pourront mettre en place ces astuces-là dès demain. C'est des choses très importantes, on n'en parle pas souvent. Et aussi, on a vraiment tendance à donner beaucoup de compléments alimentaires, mais sans être convaincu aussi. Donc, c'est là aussi, c'est une clé. Pourquoi donner tel ou tel complément alimentaire si on peut l'avoir dans notre alimentation, et aussi quelle attitude il faut avoir pour bénéficier vraiment de ces compléments-là. Donc là, vous l'avez très bien expliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de commentaires positifs là sur toute la consultation. Vraiment, c'est excellent. On voit beaucoup de questions médicales par contre. Donc, on est désolé, on ne va pas répondre à des questions d'ordre médical sur les indications opératoires et tout ça. Donc, on a reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Mais on va vraiment se concentrer sur 2 ou 3 petites questions parce que là, on est un peu limité par le temps. On a peut-être encore 15 minutes avec vous. Et je vais donner les questions d'une manière équitable, hommes et femmes. Donc, comme ça, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc, première question, c'est par rapport à l'insuffisance ovarienne. C'est une question qui revient souvent. Si vous avez 1 ou 2 conseils par rapport à l'insuffisance ovarienne, est-ce qu'on peut améliorer certaines choses par l'alimentation ou pas? Comme ça, vraiment 2 petites choses sur ça. En fait, l'insuffisance ovarienne, c'est effectivement une chose qu'on a considérée très clairement dans les questionnaires avec basiquement assez peu d'espoir parce que on le sait, sur le plan médical, le discours autour de l'insuffisance ovarienne précoce, il est assez fataliste. Et on s'est dit, c'est pas grave, parce que finalement, même s'il y a 1 ovocyte, 2 ovocytes, on va essayer vraiment de miser sur la qualité, d'optimiser le terrain au maximum. Et très étonnamment, on a quand même eu beaucoup de grossesses, et même parfois beaucoup plus faciles que ce qui était prévu sur des situations d'insuffisance ovarienne. Pour être tout à fait honnête, c'est quand même les situations qui mettent le plus de temps à s'équilibrer, tout simplement parce que y a un aspect multifactoriel qui est très très fort. Aujourd'hui, l'insuffisance ovarienne, déjà, on en connaît peu les causes
et il y a beaucoup de facteurs. On peut avoir déjà des insuffisances ovariennes effectivement précoces qui sont définitives, ou parfois on peut trouver des choses aussi assez transitoires dans des situations de stress intense. On peut avoir vraiment des phénomènes de déviation hormonale, des sortes de ménopause précoce en quelque sorte, mais qui sont plutôt des éléments qui font suite à un stress avec des déviations en raison d'une surproduction d'hormones de stress. On peut avoir des phénomènes immunitaires, on peut avoir des phénomènes de vieillissement accéléré. Et c'est vrai que nous, on n'a pas de solution pour l'insuffisance ovarienne, on a des solutions de recherche de facteurs. C'est-à-dire qu'on va rechercher quels sont les facteurs qui sont là en plus de l'insuffisance ovarienne et se dire, ah tiens, il y a un facteur là qui est intéressant, il y a un facteur là qui est intéressant, là aussi, et cette personne est en insuffisance ovarienne et on va potentialiser tout le terrain. Et c'est vrai que médicalement, ce serait faux de dire qu'on a amélioré des situations d'insuffisance ovarienne. Dans la réalité, on a l'impression que c'est ce qui s'est produit sur pas mal de cas. Et je crois qu'on est loin d'en avoir fini avec l'insuffisance ovarienne. Il y a certainement des choses qui vont être très intéressantes. Mais globalement, il y a des attitudes pour améliorer la qualité des ovocytes. Sur le plan alimentaire, on parlait des oméga-3. C'est une chose qui reste valable dans l'insuffisance ovarienne. Et en fait, l'ovocyte, c'est une cellule qui est grosse, qui contient beaucoup de graisse. C'est pour ça qu'elle s'oxyde vite, qu'elle vieillit beaucoup plus vite que les autres cellules. Et il faut la protéger. Et donc, les facteurs qui protègent dans notre alimentation, ce sont plutôt les aliments colorés, en fait, ce qu'on appelle les antioxydants. Donc, évidemment, la première attitude dans l'insuffisance ovarienne, c'est beaucoup d'antioxydants. Ça, c'est clair. Des aliments colorés. Des aliments colorés. Et puis après aussi, pourquoi pas des complémentations en antioxydants, très ciblées. Mais il faut bien réfléchir à la complémentation. Il faut que ce soit donné dans un contexte où on a déjà amélioré l'alimentation, évidemment. Parce que si on prend des antioxydants de manière trop massive, ça peut avoir un effet délétère. Donc, il faut que ce soit toujours à dose physiologique. C'est parfait, parfait. Donc là, on a une autre question par rapport au café. Là, on pose une question sur le café. J'ai reçu une en privé et une deuxième ici. En parlant de café, est-ce que le café est néfaste pour la fertilité? Ça, j'ai lu beaucoup d'articles sur votre blog aussi. Il y a un chapitre café par rapport à ça. Et le Nescafé, je vais citer le nom commercial, mais voilà. Donc la question, elle est là, je la pose. En fait, il n'y a pas un aliment qui est forcément bon ou néfaste pour la fertilité, c'est une histoire de contexte. Et en fait, là, on entre aussi dans un débat qui est très important en fertilité, c'est-à-dire qu'un même aliment peut être ultra bénéfique chez un type de personne et ultra néfaste chez un autre type de personne. Si vous êtes exposé à une situation de stress chronique, si vous avez un taux de perturbateur endocrinien qui est trop élevé, si vous avez du mal à équilibrer déjà à la base vos hormones, le café, c'est pas bon. Par contre, si vous avez plutôt une situation d'insuffisance ovarienne qui n'est pas liée au stress du tout, si vous avez tendance à être très fatigué le matin, à avoir aussi une mauvaise qualité obésitaire, le café, ça peut être bon. Donc, ça, c'est aussi des sujets qu'on aborde dans tous les programmes. Et, par exemple, rien que pour une thématique comme ça, pour nous, c'était compliqué dans un programme de se dire à qui on donne du café, combien on en donne, et puis à qui on n'autorise finalement pas le café et pour quelles raisons. Et on a statué là-dessus. On s'est dit, voilà, dans telle configuration, du café étant par jour. Dans telle configuration, pas de café. Et, enfin, donc, ça dépend vraiment du profil de la personne. Et à savoir que aussi, le deuxième point dans le café, c'est que le café, voilà, c'est la qualité. Souvent, c'est quand même source de perturbateurs endocriniens. Le café, c'est quelque chose qui est très traité au niveau des pesticides. Donc, il faut choisir du café bio. Si on trouve, ça, c'est quand même beaucoup mieux. Du café bio et surtout les cafés en capsule d'aluminium, par exemple, ou en plastique. Et les cafés en capsule plastique, ça, c'est bourré de perturbateurs endocriniens. Donc, ça, c'est automatiquement néfaste, quel que soit le profil. Ça c'est parfait. On trouvera tous ces conseils-là sur le blog, du coup, sur le site. Alors, on n'a pas spécifiquement fait d'articles sur le café. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant parce que c'est un bon thème. Merci. Ouais, alors on va faire parce que c'est un thème qui est très intéressant, mais du moins, si on veut boire du café, il faut choisir son café, comme disait Virginie. On a une page Fertile Attitude sur notre site où on va proposer justement des marques de café qui sont bio, des marques de café qui sont alors non seulement bio, mais avec des emballages qui sont biodégradables.
parce que si on utilise certaines machines à café avec un certain acteur qu'on aime bien, George Clooney par exemple, sans le citer, on peut l'utiliser, mais avec des capsules qui sont spécifiques bio. On les propose sur le site. Après, je ne sais pas si vous pouvez être livré depuis Amazon France, mais je suis sûre qu'on peut trouver l'équivalent. En tout cas, ça donne une bonne idée de ce qu'on peut consommer. Donc, si on doit consommer du café, oui, mais pas trop. Un petit peu ce qu'on peut retenir, oui. Plutôt en début de journée qu'à la fin, oui. Si on doit vraiment statuer. Et surtout bio et pas dans du plastique, parce que tout ce qui est plastique, chauffer un verre en plastique pour boire son café, c'est non. Peut-être essayer de le boire sans sucre aussi, puisqu'on parlait de la résistance à l'insuline. Donc s'habituer, je parle de connaissance parce que personnellement, je pouvais pas imaginer de boire mon café sans sucre, et pourtant maintenant je peux pas le boire avec du sucre. Donc toutes les choses peuvent être changées. Et ça, c'est surtout cette attitude-là qui peut être néfaste à la fertilité. Oui. C'est parfait. Encore deux petites choses, on va dire deux mots si c'est possible sur l'inositol. Vous en avez parlé, là, je n'avais pas une idée très claire par rapport à l'inositol parce que ça, c'est un peu le complément alimentaire à la mode ces derniers temps. Donc, on en voit partout. Mais vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, si on peut revenir dessus. Vraiment, oui. En fait, le myo-inositol, c'est une vraie molécule intéressante pour la fertilité, principalement dans le cadre de la résistance à l'insuline, du syndrome des ovaires polykystiques. Et ça, c'est indiscutable. Il y a des études qui ont démontré cette molécule a fait ses preuves, en tout cas. Mais par contre, c'est vrai qu'on a tendance donc toujours à l'amener en complément alimentaire. Or, c'est une fibre très courante, très fréquente dans notre alimentation, le myo-inositol. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours un petit peu ce problème de me dire, mais pourquoi on va aller acheter des compléments alimentaires super chers alors qu'en fait, on achète des fibres. C'est des fibres, oui, c'est pas de l'or. Parfois, on va amener des compléments alimentaires. Quand on amène, par exemple, du quatrefolique, c'est-à-dire de la vitamine B9 méthylée, c'est un truc qui est très cher parce que c'est de la synthèse, c'est une molécule très spécifique, c'est du travail de laboratoire, il y a énormément de recherche derrière. Ok. Par contre, le prix vaut la peine. Le myo-inositol, c'est une fibre. Donc, oui, c'est intéressant et ça, on ne peut pas le nier. Mais moi, j'aurais envie aussi de dire, peut-être ne vous contentez pas de prendre du myo-inositol et renforcer votre alimentation en myo-inositol. Quand vous faites un gâteau, par exemple, au lieu de mettre que de la farine dedans, peut-être que vous pouvez mettre la moitié de farine puis la moitié de son d'avoine. Le son d'avoine, ça coûte rien. C'est un truc qu'on donnait à manger aux chevaux il y a encore 10 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est une molécule merveilleuse. Aujourd'hui, on sait que c'est merveilleux pour l'alimentation. Et c'est vrai que ça coûte pas cher, c'est bon, c'est très accessible. On peut facilement faire des galettes au son d'avoine, on peut facilement faire des gâteaux, on peut facilement en ajouter dans les salades. Et ça, c'est bourré de myo-inositol. Et ce qu'on veut, en termes de myo-inositol, c'est arriver à 2 grammes par jour à peu près. Donc, si vous mettez 2 cuillères à soupe de son d'avoine, vous y êtes en fait. Et c'est pour ça que le complément, moi, ça me semble OK pour une personne qui n'a pas envie de faire l'effort sur le plan alimentaire, tout ça. Mais je me dis, à un moment donné, c'est peut-être un peu cher payé pour quelque chose qu'on va ramener dans l'alimentation. Dans son yogourt, on peut mettre du myo-inositol, du son d'avoine. Et peut-être qu'il vaudrait mieux mettre le coût de la complémentation sur des molécules qu'on ne peut pas avoir dans l'alimentation, qu'on ne peut pas avoir facilement dans l'alimentation. On parlait de l'iode. Les vitamines B9 méthylées, par exemple, c'est des formes qu'on ne trouve pas tout simplement dans l'aliment et qui sont super actives en termes de fertilité. Peut-être qu'il vaut mieux mettre le coût de la complémentation là-dessus que sur quelque chose qu'on peut amener en saupoudrant ses repas de son d'avoine et en changeant sa façon de cuisiner, en fait. Et on baisse l'insuline. Et en fait, on baisse l'insuline. Le son d'avoine, il a une action aussi sur l'insuline. Alors, c'est pas la seule source de myo-inositol. Par exemple, les noix de cajou. J'imagine qu'en Algérie, vous avez quand même pas mal de noix de cajou, non? Je sais pas. Pas forcément. C'est plus les cacahuètes. Je vais rebondir sur ça. C'est par rapport aux cacahuètes. Nous, on consomme, généralement, quand je pose des questions aux patients, c'est plus les cacahuètes qui reviennent souvent. Donc, vous en avez déjà parlé dans le webinaire précédent et je sais que c'est pas vraiment conseillé. Donc, un petit mot sur ça, ça serait vraiment génial. Alors, la cacahuète, c'est la bête noire de la fertilité. Effectivement, quand je dis la bête noire, pour les hommes et les femmes. Oui, voilà, mais tout est une question de ratio. Et c'est vrai que la cacahuète contient un acide gras qui s'appelle l'acide arachidonique. Et cet acide gras est l'acide gras le plus pro-inflammatoire.
Et on sait que si on veut implanter un embryon, le développer, il y a bien une chose qu'on ne doit pas avoir en excès, c'est l'inflammation. Donc, c'est sûr que la cacahuète, c'est un vrai déséquilibrant hein, du ratio oméga 6, oméga 3. Et effectivement, ça génère beaucoup d'inflammation. C'est peut-être là qu'il faudrait justement changer et puis se dire, ben, au lieu de manger des cacahuètes à l'apéritif, on peut manger des amandes, par exemple. Et puis peut-être que ça n'a pas le même attrait gustatif, mais on peut très bien, ben, par exemple, les imbiber avec un petit peu d'huile d'olive et puis du curry, du curcuma. On les fait chauffer à basse température au four, puis ça vous fait des amandes hyper bonnes, épicées. Et c'est là-dessus qu'on doit changer, qu'on doit vraiment changer les habitudes en fait. Et c'est vrai que l'excès de cacahuètes, c'est très très néfaste à la fertilité. C'est très néfaste au poids. En fait, d'avoir trop d'oméga 6, ça nous prédispose à être en surpoids. Et ça prédispose l'enfant à être en surpoids, en fait. Hein. Donc, vaut mieux pas trop forcer, effectivement, sur les cacahuètes. Ah oui, exactement. Donc, on a bien fait de poser cette question parce que là, j'avais appris ça dans votre dernier webinaire, du coup. J'avais très bien écouté et là, j'entends des cacahuètes. Je me suis dit, la prochaine fois, je pose la question pour nos abonnés. C'est vrai, la cacahuète, c'est néfaste, effectivement. Parfait, parfait. Et donc là, du coup, on repartagera le lien pour accéder au webinaire. Les personnes aussi devront aussi s'inscrire. Ça serait intéressant pour bénéficier aussi du listing sur le site, de retourner sur votre site et de voir un petit peu les perturbateurs endocriniens, aussi les onglets fertilité attitude, tout ça. Faire le test aussi, on l'avait déjà partagé sur la page. Je pense que voilà, on partagera aux personnes déjà inscrites ou celles qui ne se sont pas encore inscrites le Fertiline Score, comme ça elles pourront faire cet autotest qui prend 5 minutes et qui est déjà intéressant. Exactement, exactement. C'était vraiment très bien, vraiment. Je pense qu'on lira après les retours des personnes qui ont assisté au webinaire. Vous avez donné des pistes très intéressantes. Vous avez donné une présentation qui était très, très claire. Donc, franchement, je vous remercie pour ça. Et, on attendra après. Franchement, parce que là, c'est une urgence d'intégrer des questions en consultation de fertilité. Donc là, je le fais depuis un bon moment. Poser des questions sur le mode de vie, l'alimentation, c'est vrai que ce n'est pas suffisant quand on fait des consultations dans des centres un peu spécialisés, mais c'est vraiment nécessaire pour savoir aussi quand supplémenter, donner des conseils aussi pour les couples. Parce que comme vous le savez, chez nous aussi, les tentatives ne sont pas remboursées. Donc, ça fera aussi beaucoup de frais pour les patients et c'est pas… Ça nous peine vraiment. Donc là, en tomber sur vous, ce webinaire, je pense que c'est une bouffée d'oxygène, franchement. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Et on repartagera par la suite une petite fenêtre pour poser les questions et aussi pour partager le lien et le lien vers le site aussi. Très volontiers. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci encore. Je vous remercie. À très bientôt. J'espère qu'on refera encore un prochain webinaire. On programmera ça. On programmera. Avec très plaisir. Volontiers. Parfait. Merci. Très belle soirée à tous et merci de votre invitation. Merci Manel pour l'invitation. Merci. Merci à vous. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.